Aujourd'hui, un cours qui va se situer dans le prolongement de ce que nous avions déjà commencé à voir sur la liberté d'expression et en particulier sur la question de ses éventuelles limites. On avait abordé le texte fondamental, fondateur de la défense de la liberté d'expression au milieu du XIXe siècle, à savoir le texte de la liberté de John Stuart Mill, le chapitre 2 de cet ouvrage tout particulièrement. Et nous avions montré que l'un des écueils que pouvait rencontrer la pensée de Mill, je vous avais donné d'ailleurs un devoir à ce sujet, c'était la question de la confrontation des opinions haineuses, ou en tout cas l'effet que pouvait avoir la confrontation des opinions sur des esprits bornés, à savoir la fanatisation des opinions, le clivage exacerbé des opinions. Il y a une deuxième limite que l'on peut rencontrer, qui est formulée par des penseurs libéraux, euh, Mill lui-même étant un penseur libéral, c'est l'argument que Alexis de Tocqueville, donc un penseur français libéral du début du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, donc un argument que Tocqueville va formuler dans un texte qui s'appelle De la démocratie en Amérique. En particulier dans le tome 2. Donc c'est un texte qui est publié en 1840, mais qui est en fait le compte-rendu de certaines observations que Tocqueville avait pu faire lors d'un voyage en Amérique, aux États-Unis, euh, au début du siècle. Tocqueville voit dans la société américaine le futur des sociétés européennes. Autrement dit, la société américaine préfigure dans sa structure sociale, dans sa culture, dans son mode de vie, les sociétés européennes à venir. Et qu'est-ce qui va caractériser la société américaine? C'est ce que Tocqueville appelle la démocratie. La démocratie, pour Tocqueville, et c'est ça qui est important, ce n'est pas d'abord un régime politique. C'est plutôt une forme de société. Qui se caractérise par un processus d'égalisation des conditions sociales. Pour le dire encore autrement, la société américaine invente la classe moyenne. À vrai dire, la société anglo-saxonne invente la classe moyenne. Parce que cette classe moyenne va émerger également en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est que la classe moyenne? Cette classe sociale dont on se demande si elle ne va pas bientôt disparaître. La classe moyenne, déjà, elle est majoritaire. C'est-à-dire qu'elle constitue la majorité du peuple.
au point que politiquement, on peut l'identifier au peuple. La classe moyenne, c'est l'Américain moyen. Et ça, ça n'a pas d'équivalent social dans toute l'histoire de l'humanité. À quoi ressemble la société humaine, n'importe quelle société humaine en fait, avant, est-ce qu'on voit la pyramide? Oui. À quoi ressemble une société, que ce soit en Mésopotamie, 5000 ans avant Jésus-Christ, ou en France au Moyen Âge dans les années 1200? C'est à peu près la même forme de société, c'est à peu près la même structure sociale. Vous avez une toute petite élite intellectuelle et religieuse, le clergé, la caste des prêtres. Vous avez, à peine plus importante, une toute petite aristocratie militaire, guerrière. Et vous avez la masse des paysans. Qu'est-ce qui caractérise? Ah oui, à partir de la Renaissance, vous avez une toute petite classe, là encore, bourgeoise. Qu'est-ce qui va caractériser la paysannerie? La paysannerie nourrit le clergé et l'aristocratie militaire, plus tard la bourgeoisie. Et qu'est-ce qui caractérise la paysannerie? Elle crève de faim. En fait, c'est structurel. Pour des raisons technologiques de rendement des terres, la paysannerie est face à un problème. Pour cultiver la terre, il faut faire des enfants. Et plus on fait d'enfants, plus on a de mal à se nourrir. Et donc toutes les sociétés humaines, fondées sur l'agriculture, sont prises dans ce dilemme. Il faut faire des enfants pour cultiver la terre, mais plus on fait d'enfants, plus ça fait de bouches à nourrir. Et elles sont toujours en train de chercher l'équilibre entre la masse de travail et les bouches à nourrir. Okay. Que va-t-il se produire pour qu'émerge une classe moyenne? Eh bien, c'est très simple. Grâce à la première révolution industrielle, plus encore grâce à la deuxième, on va augmenter le rendement des terres. Autrement dit, on va avoir besoin de moins en moins de mains pour cultiver la terre, et les terres vont nourrir de plus en plus. Ce qui fait qu'on va sortir un certain nombre de gens de la pauvreté. C'est-à-dire de la famine. L'espérance de vie à la naissance ne va faire que croître du début du 19e siècle à la fin du 20e siècle, pour des raisons diverses, les progrès de l'hygiène, les progrès de la médecine, mais surtout les progrès de l'alimentation. Il ne faut pas croire qu'être végétarien, c'est bon pour la santé. C'est principalement parce que
on se met à pouvoir produire de manière industrielle de la viande. Et donc, les sociétés vont plutôt ressembler à ça maintenant, une sorte de citron. Alors il y aura toujours une caste qui pour le coup est celle de la bourgeoisie financière, la bourgeoisie d'affaires, celle qui va spéculer sur le capital. Vous allez avoir une autre caste qui est celle de la notabilité, en gros, des professions type fonctionnaire, hauts fonctionnaires, etc., etc. Vous allez avoir toujours des pauvres, ce que Marx va appeler le prolétariat. Et puis, vous allez avoir, évidemment, c'est exagéré ce schéma, mais quelque chose comme une classe moyenne. Et qui sont ces gens de la classe moyenne? Ce sont des anciens paysans qui vont connaître une ascension sociale à la faveur de la révolution industrielle. Ils deviennent ouvriers qualifiés, ils accèdent à la propriété, euh, bref, ils deviennent artisans, gros cultivateurs, etc., etc., etc. Et ils vont devenir majoritaires. Ils vont devenir majoritaires. Ouais. C'est à la faveur de la deuxième révolution, de la première révolution industrielle. En gros, vous avez deux révolutions industrielles. Vous avez une révolution industrielle en Grande-Bretagne et aux États-Unis qui date du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Donc c'est les années 1800. Qu'est-ce qui va caractériser la première révolution industrielle? Vous le savez, c'est la machine à vapeur et la mécanisation. Et qu'est-ce qui va caractériser la deuxième révolution industrielle dans les années 1880-1890? Électricité, pétrole, chimie. Okay. Autrement dit, des nouvelles sources d'énergie, des nouvelles applications matérielles. Donc c'est très important si vous voulez. En l'espace, enfin, au XVIIIe siècle, il y a encore des famines en France. Milieu du XIXe, c'est terminé. Okay. Et en fait, ce qui va caractériser le passage des pays au monde contemporain, c'est l'absence de famine. Il n'y a plus de famine en Chine à partir des années 70, il n'y a plus de famine en Europe, allez, à partir des années 1830, c'est terminé en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement qu'on change de monde. On change aussi de démographie. Il va y avoir de plus en plus d'êtres humains sur la planète à partir de ce moment-là. Alors que la population stagne, à quelques exceptions près en fait, et c'est les exceptions qui s'expliquent par le climat et, le fait que il y a des périodes où il fait chaud, évidemment les récoltes sont meilleures, donc la population croît, et il y a des périodes où il fait froid, et où ça va avoir des effets néfastes sur les récoltes, donc sur les famines, sur les épidémies, sur tout le reste aussi. Okay. Parce que quand vous crevez de faim, vous êtes beaucoup plus fragile physiologiquement. Autrement dit, l'apparition, l'émergence d'une classe moyenne
va de pair avec la naissance politique du peuple. Autrement dit, la classe moyenne prend conscience qu'elle existe politiquement parce qu'elle représente, au fond, le peuple moyen. Et ça, c'est très important. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais la paysannerie aussi, au Moyen Âge, elle était majoritaire. Oui, mais ils ne se pensaient pas représentatifs du peuple. L'idée même de peuple n'existait pas. Le peuple, c'est une notion qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Hobbes, c'est assez clair là-dessus. Il ne pense pas que le peuple existe. Il dit bah, il y a une foule d'individus et c'est à peu près tout. C'est Rousseau qui va dire bah non, cette foule d'individus constitue un peuple à partir du moment où elle prend conscience d'elle-même en tant que peuple, politiquement donc. Donc, retenez simplement ceci. Euh, Au XIXe siècle apparaît une nouvelle classe sociale qui est la classe moyenne. Et cette classe moyenne, d'une certaine manière, elle va se caractériser par l'égalité, ou plutôt l'égalisation des conditions, la moyennisation des conditions. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Les écarts de richesse, et je vais dire même aujourd'hui, les écarts de richesse vont euh, se restreindre, se réduire considérablement dans les sociétés industrielles. Vous pourriez me dire, oui, mais Jeff Bezos, il est beaucoup plus riche que mes parents. Ah oui, c'est sûr. Mais en fait, il est beaucoup moins riche que l'évêque le plus riche de France au XIVe siècle par rapport aux paysans moyens. Il y a beaucoup moins d'écart entre Jeff Bezos et le français moyen en termes de niveau de vie qu'il y a d'écart entre l'évêque le plus puissant de France et le paysan moyen du Moyen Âge. C'est sûr. Qu'est-ce qui va caractériser ces sociétés démocratiques? Donc ces sociétés qui sont de plus en plus homogènes socialement. Tocqueville va dire la chose suivante, ce sont des sociétés qui vont rejeter l'autorité. L'autorité d'autrui et qui vont vouer une grande confiance à la raison individuelle. Autrement dit, on va avoir de plus en plus de méfiance à l'égard de l'autorité intellectuelle et religieuse, et de plus en plus confiance en ses propres pouvoirs de raisonnement. Et donc,
puisqu'on se sent l'égal de tous les autres, on va se conformer à l'opinion de la masse. C'est ça qui est très important à comprendre pour Tocqueville. Tocqueville dit que dans la Constitution américaine, c'est même le premier amendement, donc premier article de la Constitution, la liberté d'expression est garantie. La Constitution américaine garantit prioritairement la liberté d'expression. Mais ça ne change strictement rien au fait que en Amérique, tout le monde pense à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que l'opinion de la masse a un tel poids sur les individus, exerce une telle influence sur les consciences individuelles, que finalement, quand on diverge un petit peu, on se fait très rapidement écraser par la communauté à laquelle on appartient. Alors, c'est ce qui vous explique que les opinions minoritaires ont beaucoup de mal à émerger aux États-Unis. Euh, Contrairement à ce qui peut se produire parfois en Europe. On peut prendre plusieurs exemples. Par exemple, dans les années 30, il y a un mouvement fasciste, il y a des sympathisants nazis, mais il reste ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Il y a des sympathisants communistes, mais il reste ultra minoritaire. Il y aura un mouvement écologiste dans les années 60-70, mais il ne dépassera jamais les 0,5% aux élections présidentielles. Okay. Il y a un parti libertarien, mais il fait grand maximum 2% aux élections présidentielles. La vie politique va se structurer autour de deux partis. Le parti, en gros, conservateur et le parti libéral. Le parti libéral qui est d'abord le parti républicain. Lincoln est républicain, par exemple. Et le parti conservateur, c'est d'abord le parti démocrate. Cette tendance va s'inverser après la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec Kennedy, très clairement. Le parti démocrate, c'est le parti esclavagiste du Sud pendant la guerre de sécession. Le parti républicain, c'est le parti libéral pour le libre-échange du Nord. Alors, pardon, c'est un parti protectionniste, le parti républicain, à la base. La question qui se pose à partir de Tocqueville, c'est la question de la pression de la majorité sur les individus, et la question du conformisme.
Aujourd'hui, à mon avis, on peut se demander si ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Autrement dit, si ce n'est pas l'opinion minoritaire qui gouverne l'espace médiatique, l'espace de discussion publique. À mon avis, et je le partage, à mon avis, aujourd'hui, le vrai danger pour la liberté d'expression, c'est que l'opinion majoritaire a de plus en plus de mal à s'exprimer, on critique de plus en plus sa légitimité, et ce sont les opinions minoritaires qui se retrouvent dans une situation, on va dire, de supériorité morale. En témoigne la censure de personnalités politiques ou médiatiques jugées politiquement incorrectes. Alors, le PC, la PC plutôt, political correctness, c'est un terme qui apparaît dans les années 60 sur les campus américains. Pour désigner, au fond, ce qu'il est bon de penser à l'université. Alors, exemple de censure quand même assez surprenante de personnalités politiques jugées politiquement incorrectes, François Hollande, en France, récemment. François Hollande, si vous voulez, c'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est pas le type le plus clivant de l'espace politique français. On disait même que c'était l'homme de la synthèse à une époque. Euh, eh bien, à Sciences Po ou à l'université de Lille, des étudiants en colère ont fait annuler une conférence de François Hollande. C'était en novembre 2019. Donc en fait, François Hollande découvre qu'il est une personnalité politique sulfureuse, si vous voulez, rock'n'roll. Alors que quand on le regarde, on se dit, bah, François Hollande et le rock'n'roll, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu comme le vin anglais, quoi. Ça va pas tellement ensemble. Donc vous avez une intolérance de plus en plus grande, en fait, des opinions minoritaires à l'égard des opinions majoritaires, et cette intolérance, elle s'exprime avec virulence dans certains médias et surtout à l'université. Par ailleurs, il y a un deuxième phénomène qui est tout aussi préoccupant. En France, il va y avoir un certain nombre de lois qui limitent et censurent la liberté d'expression. Et c'est très important de comprendre comment
comment ces lois sont conçues et dans quel esprit elles sont conçues. Vous avez la loi Pleven de 1972 qui pénalise les propos et les comportements appelant à la discrimination raciale. C'est 72. Vous avez la loi Guesso qui date de 90 sur les propos négationnistes. Vous avez la loi Taubira de 2001. Je crois même qu'il y a eu 2 lois Taubira, il me semble. Ah non, c'est 2 lois Pleven. Vous avez la loi Taubira qui fait de la traite d'esclaves spécifiquement européenne, parce qu'il y a eu d'autres traites évidemment. Vous savez qu'il y a 3 traites d'esclavage, enfin 3 traites d'esclaves. La traite interne, c'est-à-dire des tribus africaines qui esclavagisent d'autres tribus africaines, la traite arabo-musulmane et la traite européenne. Vous avez la loi Bloch en 2016 qui fragilise l'indépendance des journalistes. Et vous avez, alors je ne sais plus où ça en est, ça, la loi Aviat 2019 sur les contenus haineux sur Internet. À titre de comparaison, aux États-Unis, vous avez le seul truc, la seule disposition légale qui limite le pouvoir enfin, la liberté d'expression des journalistes, c'est ce qu'on appelle l'espionnage act, c'est-à-dire qu'un journaliste ne peut pas publier des informations classifiées obtenues de manière illégale. Sinon, on appelle ça effectivement de l'espionnage. Mais c'est tout. Il me semble que régulièrement, il y a des associations internationales de journalistes qui publient un classement des pays en fonction de la liberté d'expression et de la liberté de la presse des journalistes. Et la France est placée, est régulièrement très mal classée par ces associations. C'est Reporters sans frontières. On se classe, oh la vache, 34e. Derrière le Ghana, derrière le Cap-Vert, derrière la Namibie, derrière le Suriname. Voilà, c'est quand même derrière le Costa Rica. C'est relativement préoccupant. Quels sont les grands pays qui sont derrière la France? Ah, le Royaume-Uni, effectivement, et l'Italie. Les États-Unis, seulement 45e. Eh ben dis donc, on en apprend tous les jours. Okay. Bref, c'est pas génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le pouvoir de censure de l'État, ça c'est capital à comprendre, que renforcent ces lois. Ces lois ne renforcent pas le pouvoir de censure étatique.
Finalement, le pouvoir de censure du Conseil d'État en matière culturelle et en matière de presse, ça se limite à la pornographie, à peu près. De temps en temps, le Conseil d'État est saisi pour classifier un film interdit aux moins de 16 ans, interdit aux moins de 18 ans. Est-ce qu'il faut vendre tel livre au rayon littérature pour jeunesse à la FNAC alors qu'il contient des scènes un peu hautes? Mais l'État ne censure quasiment plus de production culturelle à présent. C'était encore le cas dans les années 70. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la classification X, mais c'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, ce qui s'est produit, c'est la judiciarisation du débat public par des associations militantes. À qui on a confié le pouvoir de censure. Donc en gros, ce sont les associations, le plus souvent d'ailleurs subventionnées par l'État, qui exercent ce pouvoir de censure sur le débat public aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout propos est susceptible d'être poursuivi pour incitation à, le délit d'incitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le délit d'incitation, c'est un délit qui a été inventé dans les années 1880 par la France pour éradiquer, et ça a d'ailleurs très bien marché pendant 20 ans, pour éradiquer le mouvement socialiste et anarchiste en France. C'est ce qu'on appelait des lois scélérates. Donc en gros, on a considéré que tout écrit socialiste ou anarchiste publié en France, diffusé en France, relevait de l'incitation au coup d'État, à la rébellion, etc., etc. Donc, de là à dire que le délit d'incitation à permet la police de la pensée, rend possible la police de la pensée, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir. Très clairement, c'est un délit qui sert à censurer certaines pensées et pas d'autres. Et ça explique en grande partie ce phénomène que je pense vous connaissez tous, à savoir l'amplification de la violence des propos sur les réseaux sociaux. Au fond, que s'est-il produit ces 10-15 dernières années? La presse écrite s'est totalement effondrée. On n'est plus du tout dans le monde que John Stuart Mill connaissait. Plus personne ou presque ne regarde la télévision, en tout cas ne regarde les infos. Plus personne n'écoute les infos à la radio. L'un des moyens
les plus importants de s'informer, ce n'est pas d'ailleurs les pages Facebook des grands médias, c'est plutôt directement Twitter, où vous allez avoir des informations qui proviennent directement de certaines sources, avec des comptes vérifiés. Et en gros, il y a plus de, enfin, les médias, c'est-à-dire cet intermédiaire entre le réel et l'opinion publique, ont perdu énormément de leur influence. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est assez fascinant. Aujourd'hui, les médias, ce sont des personnalités médiatiques. C'est-à-dire que l'information est clairement personnalisée. Ce qui veut dire que, et c'est encore plus facile sur les réseaux sociaux, cela veut dire que le français moyen, mais l'américain moyen aussi, vont choisir directement qui ils veulent lire, qui ils veulent entendre. Et ce n'était pas forcément le cas quand on achetait un journal. Quand on achetait un journal, certes, un journal peut avoir une ligne politique, mais on était obligé, d'une certaine manière, de se confronter à une certaine diversité d'opinions. Aujourd'hui, je veux lire tel éditorialiste, je veux regarder tel pundit, comme on dit en américain, c'est-à-dire tel faiseur d'opinion, je peux le sélectionner et l'isoler, sans avoir à le mettre dans un contexte. Et ça vous explique aussi pourquoi, avec toutes ces lois qui rendent quasiment impossible le débat public en France, euh, les réseaux sociaux sont devenus un défouloir gigantesque et à ciel ouvert, euh, qui échappe encore au politiquement correct. Pour le meilleur et pour le pire souvent. Et donc on est face à une double défiance. D'abord, les élites politiques et journalistiques se méfient de la parole populaire et les milieux populaires se défient, se méfient de la parole des élites journalistiques et politiques. Alors, j'ai sous les yeux un sondage réalisé par La Croix. Il y a moins de 40% des Français qui font confiance à la classe médiatique. C'est très peu. C'est très peu. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, demain, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, vous allez récupérer le cours de lundi dernier sur Internet et le lire. C'est surtout ça qui est important, fondamental à faire. Et vous allez regarder la vidéo sur YouTube. Qui n'est jamais allé voir ma chaîne YouTube? Parlez sans haine et sans crainte. Levez la main, ok. Alors, vous allez
sur Pronote, vous allez sur Pronote, ok. Et sur Pronote, dans contenu de cours, vous avez des liens vidéo vers ma chaîne YouTube. Si vous avez un compte Google, vous vous abonnez à ma chaîne, comme ça, dès qu'il y a de nouvelles vidéos, vous êtes au courant. Je les upload le mercredi après-midi ou le jeudi matin, donc vous avez tout le week-end pour les regarder à la limite. Okay. Voire le mercredi après-midi, quand je rentre tôt à Paris. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes mes vidéos classées par playlist. Il y a une playlist HLP. Okay. Donc il y a à chaque fois la date et le thème de la vidéo. Vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas y aller. Et encore une fois, je ne fais pas ça pour du beurre. Voilà. Donc demain, petite mise au point. Et si c'est pas vous qui me posez des questions, c'est moi qui vous en poserai. Okay. Sur la méthodologie de la dissertation. Et ensuite, on poursuivra le cours normalement. Donc, dans 15 jours, vous aurez une introduction sur table à me rendre pour la fin de l'heure. Ok? Ça sera la première note du deuxième trimestre. Bah, je vous souhaite une bonne journée et à demain.